Eh bien, bonjour à tous et merci d'être venus, hein, sale con, ça fait toujours plaisir. Du coup, je vais vous présenter aujourd'hui une petite conférence sur comment l'ANSSI nous recommande de sécuriser nos conteneurs. Avant de commencer, évidemment, petit tour des présentations. Donc Yann Chepins, je suis tech lead chez OnePoint depuis 3 ans. J'ai à peu près 11 ans de carrière derrière moi. Alors c'est bien moi, c'est juste la casquette qui est différente, hein, mais c'est la même barbe. Euh, J'ai commencé dans le PHP et après je suis arrivé très rapidement sur les domaines de l'industrialisation parce que j'avais la flemme de faire toujours la même chose. Et j'ai découvert Docker par le biais des environnements de développement. À la base, j'avais automatisé mes environnements de dev avec Vagrant, mais sur Windows, vous n'avez pas trop le choix. C'était pas ouf. Donc après, je suis arrivé sur Docker pour les environnements de dev, puis je l'ai emmené sur les recettes et finalement, j'ai fini par l'emmener en prod. Le deuxième participant de cette conférence, c'est Docker évidemment. Notre sujet du jour, alors je ne vais pas vous le représenter, malgré tout on va redonner la définition. Docker est une plateforme ouverte pour le développement, le déploiement et l'exécution d'applications. Il permet d'embarquer et d'exécuter une application dans un environnement cloisonné appelé conteneur. C'est la solution de conteneurisation qui a un petit peu révolutionné notre métier. Ce n'est pas les premiers, hein, c'est LXC qui a commencé. Mais Docker est vraiment arrivé et nous a emmené là où on en est aujourd'hui. Je ne vais pas épiloguer sur le sujet du Docker, je pense que vous connaissez tous. Si vous ne connaissez pas, vous risquez d'être un petit peu perdu d'ailleurs. Donc voilà. Deux, trois petites choses à savoir avant de commencer. On va parler pendant la conférence de Docker Compose. Je vous parle de la version de Docker Compose qui est en mode standalone, pas la nouvelle qui fait vraiment partie de Docker. Après, les principes restent les mêmes. Donc voilà. Et la plupart des règles dont on va parler sont aussi applicables sur les orchestrateurs. Vous allez voir, vous allez faire les rapports assez rapidement. Deuxième point, ça reste pour un public assez averti. Je ne vais pas aborder le fonctionnement de Docker, je ne vais pas aborder le fonctionnement d'un réseau, je ne vais pas parler des bases de la sécurité informatique, parce que sinon c'est une université qu'il faudrait faire. Je ne vais pas aussi expliquer pourquoi il faut sécuriser les applications. Ça serait trop long, forcément. Et je ne vais pas parler du sens profond de l'acronyme DICT, qui est disponibilité, intégrité, confidentialité et traçabilité. Ou CIA pour ceux qui connaissent la version anglaise. C'est bon pour tout le monde? Eh bien on y va. Un petit peu de contexte. Alors il était une forge logicielle, alors ça c'est une infra de forge hein, à peu près, assez classique malgré tout. On a une zone publique pour les utilisateurs, on a une zone privée pour toute la partie administration, etc. On a des outils de monitoring, de la gestion de secrets, on est quand même sur quelque chose d'assez classique. Il y a probablement des choses à revoir sur cette infra, mais voilà, c'est pas le sujet du jour. Pour déployer tout ça, notre stratégie de déploiement, ça a été un outil par VM déployé avec du Docker Compose par appli. Chez le client chez qui je travaille, proposer du Kubernetes et tous ces genres de nouvelles technologies, c'est quelque chose qui est très compliqué, voire impossible. Donc on a quand même réussi à négocier du Docker et c'était déjà pas mal. Voilà. On n'est pas à l'état de l'art, mais ça a quand même une implication. Donc, si on fait un récapitulatif de tout ça, on a tous nos outils de CI, de monitoring, de gestion de secrets, etc., qui tournent sous Docker. C'est un élément central de notre infrastructure. Il est positionné sur chacun des outils. Il est omniprésent, voire omnipotent, d'ailleurs. Avec les droits routes. Ok, donc Docker, un outil qui est partout, il a les droits routes partout. Il a accès à peu près tout. Donc il y a quand même de quoi se poser des questions. Du coup, ok, on se dit on a mis un outil qui a les droits routes, pourquoi on met un outil pareil en place? Les raisons, forcément, facilité de déploiement, facilité de mise à jour, standardisation des OS de base, voilà, portabilité des confs, bref, tous les avantages que peuvent amener des solutions de conteneurisation. Donc voilà, puis ça est moins galère aussi pour automatiser le déploiement d'une infrastructure pareille quand on a une base standardisée. Malgré tout, voilà, la confiance n'exclut pas le contrôle, on connaît Docker. En tout cas, on pense savoir comment il fonctionne. Vu que Docker, il est utilisé un peu partout, nous, il est partout dans notre infra, mais au final, il est aussi pas mal partout dans le monde de l'IT aujourd'hui. Donc, on a quand même un niveau de confiance dans l'outil qui est assez au top, quoi. Sinon, on ne l'utiliserait pas du tout. Mais la question qu'on s'est posée, c'est comment est-ce qu'on peut être sûr que cette couche logicielle, elle est sécurisée, et si est-ce qu'elle est bien configurée. Donc voilà, on connaît tous plus ou moins des bonnes pratiques autour de Docker, le rootless, sécuriser un petit peu nos conteneurs, etc. Mais Docker lui-même, comment est-ce qu'il est? Du coup, on a voulu aller un peu plus loin sur ce sujet-là et on a fait des recherches. Évidemment, on a googlisé tout ça
Et on est tombé sur le guide de l'ANSSI, sur la recommandation des sécurités relatives au déploiement des conteneurs Docker. Alors pour ceux qui ne connaissent pas l'ANSSI, c'est l'Agence nationale de la sécurité des systèmes informatiques. D'ailleurs, je vous conseille d'aller lire leurs guides, ils sont vraiment bien pour le coup. Mais là, on va parler de celui-ci. Donc ce que je vous propose pendant cette conférence, c'est de parcourir ce document ensemble. On va revoir les différentes règles, pas dans l'ordre qui est dans le document. Je les ai réorganisées par catégorie et aussi par difficulté. On verra à la fin. Parce qu'on va parler de limitation de ressources, de permission et de file system. On va faire un petit passage rapide sur la gestion des logs. On va parler de réseau. Et vous verrez à la fin, on va parler de trucs un peu étranges, un peu effrayants d'ailleurs. Je vous demanderai de vous accrocher à ce moment-là. On va partir des plus simples, des plus évidentes, aux plus complexes et aux plus inapplicables. Première chose qu'on va faire, c'est qu'on va éviter que nos conteneurs consomment toutes les ressources disponibles qui sont sur nos VM. Ça risquerait de mettre notre système, dans le pire des cas, à l'arrêt. Donc tout, soit en mode dégradé avec des VM, connecte ton SSH, t'attends. Et t'attends. Et puis ça arrive. Donc voilà, on va avoir des problèmes de dispo si on ne fait pas attention à ça. Donc on va commencer en douceur. Alors vous verrez, hein, sur chacune des règles, j'ai mis un petit sticker en haut sur comment moi je considère la règle. Là, les premières, elles sont faciles. La règle 10 nous dit chaque conteneur doit être démarré avec une limite maximale d'utilisation de la mémoire de l'hôte, avec l'option memory, et une limite maximale de l'utilisation de la mémoire swap, avec l'option memory swap. En sachant que par défaut, si je ne me trompe pas, les configurations de base de Docker font qu'il n'y a pas de swap alloué. Donc, vous pouvez aussi l'activer. En sachant que par défaut, un conteneur n'a pas de contraintes de ressources. Et il peut utiliser absolument toutes les ressources disponibles de l'hôte, dont celles du noyau. Donc, voilà, c'est un premier point. On va limiter la consommation de mémoire de l'hôte pour se protéger. La règle 11 nous dit chaque conteneur doit être démarré avec une limite maximale d'utilisation du CPU de l'hôte avec l'option -CPU avec un S. Si par exemple vous êtes en multicœur, vous pouvez aller dire le nombre de CPU qu'il a le droit d'utiliser, ou avec les options CPU période et CPU quota. Alors il y a tout un tas d'options qui existent pour configurer les CPU. Moi ma préférée c'est CPU %. Comme ça je lui dis tu as le droit d'aller consommer 30, 20, 40% des ressources CPU de mon conteneur. Pour les mêmes raisons que pour la mémoire, pour éviter de mettre notre VM malgré tout dans un état instable. Là on va commencer un petit peu avec les gros mots. On va parler de contrôle groupe. Pour info, les contrôle groupes, c'est une fonctionnalité du noyau Linux qui permet de limiter, compter et isoler l'utilisation des ressources. Processeur, mémoire, utilisation des disques, etc. Et en fait, on peut venir attacher des process. On peut dire à un process, tu es dans tel contrôle groupe, et ça va déjà le limiter par défaut. La règle nous dit, chaque conteneur doit être démarré avec des contrôle groupes distincts de l'hôte, et donc sans l'option cgroup parent. En fait, par défaut, Docker va créer un contrôle groupe par conteneur. Donc en gros, ça c'est une règle qui vous dit ne faites pas ça, laissez les choses comme elles sont, ça marche très bien. Donc voilà, évitez de faire ça. L'objectif de toute cette première partie, évidemment, ça va être de limiter la mémoire et le CPU pour éviter de mettre nos VM dans un état, si on a un conteneur qui part en vrille, au moins déjà on a un contrôle sur sa consommation. Donc voilà. Et le petit plus avec ça, c'est que ça peut aider en éco-conception, dans le sens où on va être obligé de comprendre comment fonctionnent nos conteneurs pour savoir comment on va les limiter aussi. Donc ça nous amène à avoir une meilleure maîtrise de ce qu'on fait. Des petits trucs bons à savoir, malgré tout, les limitations qu'on met ce sont des limitations, ce ne sont pas des réservations. On est sur le même type de principe que l'over-provisioning sur les hyperviseurs. Ça veut dire qu'on peut dire à 4 conteneurs, tu as le droit de consommer le CPU à 80%. Et du coup, s'ils partent tous les 4 en même temps, c'est pareil, c'est KO. Donc il faut faire attention avec ça. Deuxième point, qui est un peu plus touchy pour le coup. Attention si vous utilisez la version 3 de Docker Compose. La version 3 de Docker Compose, elle est adaptée à Docker Swarm. Là, en fait, les versions 2 et 3 de Docker Compose ne se suivent pas. Elles évoluent en parallèle. Ça veut dire que, alors c'est étrange, hein, ça joue la corde, mais en fait, si vous utilisez Docker Compose en standalone, utilisez la version 2, parce qu'en version 3, vous ne pourrez pas poser les restrictions. Ce sont les confs pour Swarm. Voilà. On va attaquer après sur la partie accès file system et permission. Alors ça, c'est un grand classique hein, quand on commence à faire un peu de sécu, ou même pas de sécu, mais dans les bonnes pratiques tout simplement. On essaie de faire attention à qui a le droit d'écrire où. Et on va voir comment faire pour gérer nos conteneurs pour qu'ils aient le droit d'écrire, si on leur laisse le choix, que ce soit dans des volumes, que ce soit dans le conteneur. Et on va voir qu'il y a quelques stratégies qui permettent de limiter
voire supprimer les accès disques dans les conteneurs. La première règle, c'est d'ailleurs la première du guide, elle nous dit chaque conteneur doit être démarré sans partager les systèmes de fichiers sensibles de l'hôte. Le système de fichiers racine, alors je ne sais pas qui a déjà eu l'idée de faire ça, de monter slash. Faites l'essai, faites l'expérience, dites-moi comment ça marche, moi je ne le ferai pas. Évitez de monter slash dev, slash proc, slash sys, pareil. Et par conséquent, l'option privilège ne doit pas être utilisée. Pour ceux qui font du Docker in Docker, savent de quoi je parle. Ne faites pas ça. Il y a des alternatives aujourd'hui qui existent. Après, c'est vrai que naturellement, on ne va pas forcément faire des bind mounts sur du slash, sur des choses comme ça. Donc voilà. Pour rappel, l'option privilège donne toutes les capabilities au conteneur. Il a un accès complet à tout le file system. Et comme on est sous Linux, qui dit file system, dit aussi device. Donc, attention avec le privilège, c'est interdit. Si malgré tout, vous avez besoin d'y accéder, alors moi aujourd'hui, j'ai jamais eu le cas d'usage. La règle 2 nous dit si un conteneur doit être démarré avec un périphérique de l'hôte, celui-ci doit être ajouté au conteneur avec l'option "-device" et les options complémentaires RWM spécifiées pour en limiter l'accès au strict minimum nécessaire. En gros, généralement, si vous avez besoin de mettre un "-privilege sur vos conteneurs, c'est que vous avez besoin d'accéder à seulement une petite partie qui est normalement bloquée. Essayez de déterminer quelle zone vous pouvez attaquer et ajoutez-le avec ça. Après, si vous voulez vous amuser à monter vos casques USB dans des conteneurs Docker, vous faites comme vous voulez. Moi, j'en vois pas l'usage. Vous voyez, on commence déjà à arriver sur des trucs un peu plus compliqués. Là, on commence à rentrer dans le dur. La règle 12 nous dit chaque conteneur doit être démarré avec son système de fichiers racine ou root file system avec l'option read only. Là, vous interdisez au conteneur d'écrire sur le disque. Et je ne parle pas dans des volumes ni dans des bind mounts. Il n'a juste pas le droit d'écrire. Ça, c'est très bien quand vous maîtrisez votre application. Mais quand vous déployez des outils que vous ne maîtrisez pas, forcément, ça peut poser des problèmes. Je parle typiquement, là on a vu notre infra tout à l'heure, on déploie du GitLab. Allez essayer d'interdire à GitLab d'écrire sur le file system, ou en tout cas de savoir dans quel répertoire il va écrire. Ça, c'est quelque chose qui est très compliqué à appliquer. Nous, on a réussi à le faire sur un ou deux services, typiquement un Nginx, qui va être très bien si on gère bien les logs, on peut activer du read-only. Si c'est pas possible, la règle R12 nous dit un conteneur peut être démarré avec une limite maximale d'utilisation de l'espace disque de l'hôte pour son système de fichiers racine, en lecture en écriture avec l'option Storage OPT. Ça peut être intéressant si par exemple vous avez un conteneur, vous ne savez pas trop où il écrit, mais par contre vous voulez éviter qu'il pète votre file system de votre VM, de votre machine, peu importe. Voilà, vous pouvez poser des limites de consommation aussi d'écriture. Ça peut être intéressant. Si vraiment c'est trop compliqué, ou vous avez la flemme, la règle R12- nous dit un conteneur peut être démarré avec son système de fichiers racine en lecture-écriture dès lors que la zone de stockage locale de Docker, par défaut var lib docker sur Linux, est sur une partition dédiée. Ça peut être une chose intéressante à mettre en place. Comme ça, vous protégez votre hôte, vous protégez votre kernel, enfin votre système de base. Tout ce qui est écriture file system, c'est sur une autre partition. Ça peut être une bonne idée. Ça c'est bien si... alors, dans ce cas, par contre, la menace d'un déni de service sur un conteneur vis-à-vis d'un autre conteneur, vous ne protégez pas sur ça, puisque tout le monde tourne dans le même répertoire, dans la même partition. Par contre, vous protégez votre VM. Essayez de faire ça. La règle R13 nous dit les répertoires contenant des données non persistantes ou temporaires doivent être montés à l'aide d'un montage bind tempfs avec l'option mount type tempfs. Et après, il y a tout un tas d'options qui viennent. En fait, ce que ça va faire, c'est que ça va venir monter une partie de votre file system dans votre mémoire vive. Ça va être très pratique typiquement pour les répertoires de cache. Parce que déjà, vous n'allez pas écrire sur le disque, et en plus, potentiellement, vous allez aussi faire un gain de perf. Donc, essayez de penser à ça. Typiquement, je vais reparler de GitLab, j'adore l'outil, mais il m'a donné du fil à retordre. Trouvez le bon répertoire de cache, montez ça sur de la RAM au lieu de monter ça sur du disque, parce qu'on n'a pas tous des SSD chez nous. Ça permet aussi d'optimiser du coup les performances. La règle 14 nous dit créer un système de stockage pour les données persistantes ou partagées. Ça, c'est la règle qui parle des volumes, des bind mounts, etc. Donc ça, je pense que vous savez à quoi ça correspond. Je rappelle, bind mount, on monte directement sur le file system. Volume, on laisse Docker gérer ça. Le seul point sur lequel on peut être un peu plus attentif,
c'est de bien mettre les permissions sur les montages. S'il y a juste besoin de faire du read-only, mettez du RO. Ça coûte rien, c'est 3 caractères avec les 2 petits points. Voilà, au moins vous êtes tranquille, vous protégez mieux votre système. Voilà, ça, cette règle-là, elle est assez classique. La règle 15 nous dit, si un conteneur doit partager des répertoires ou des fichiers sensibles avec l'autre ou un autre conteneur, il doit démarrer en restreignant ses accès au strict minimum nécessaire. Ça, c'est pareil, c'est quelque chose qui est assez naturel. On ne va pas monter /home si on a juste besoin d'utiliser un seul répertoire. Limitez vraiment là où vous avez besoin d'écrire si vous faites du bind mount. En gros, l'objectif de cette partie-là, c'est on va chercher à limiter au maximum les accès file system du conteneur vers l'autre, que ce soit par une isolation interne, via le read-only typiquement, on lui interdit complètement, ou via une isolation externe, si on sort ça sur une autre partition, si on limite les volumes, si on limite les tailles, etc. Et pour le TempFS, je le rappelle, il y a un effet de bord positif si on réfléchit bien à ça, c'est qu'on va avoir une meilleure perf. Par contre, faites attention, parce que si vous faites ça, il faut bien dimensionner votre RAM aussi, sur vos VM. On va parler un peu de logs. Alors les logs, du coup, ça va poser un problème. Parce que si on limite les accès disques, que ce soit en read-only ou que ce soit en espace de stockage, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va sortir tous les logs sur la sortie standard de Docker? Je vais reparler de GitLab. GitLab, il sort 80 fichiers de logs différents, à peu près. Si vous sortez tout sur la sortie standard, en fait, vous ne le faites pas, tout simplement. Parce que c'est pas compréhensible. Donc comment est-ce qu'on peut faire pour gérer ça correctement? On a 2 petites règles à ce sujet-là. Le premier, c'est d'exporter les journaux directement avec Docker. Le service Docker doit être configuré pour collecter les journaux d'événements issus de l'application conteneurisée, en gros ce qui sort sur la sortie, et il peut les exporter vers un serveur avec l'option log driver. C'est quelque chose qui est natif. Vous irez voir un peu plus dans la doc, mais en fait vous pouvez dire à Docker, bah écoute, nativement, tu vas pouvoir m'envoyer ça vers un Logstash, vers des outils, vers tout ce que vous voulez. C'est mieux de faire ça. L'envoi direct vers un service de collecte, ça reste quand même l'idéal. Attention toutefois à un petit truc, alors j'ai pas pensé à le mettre dans les slides, mais vous faites pas piéger. Si Docker n'arrive pas à contacter le collecteur de log, il ne démarrera pas le conteneur. Soyez vigilant quand même avec ce genre de petites choses. Si c'est pas possible de faire ça, l'exemple de GitLab était un bon exemple, bah essayez d'exporter les journaux depuis l'intérieur du conteneur. Soit vous laissez votre application le faire, soit nous, ce qu'on faisait, c'est on fait un bind mount et on a un FileBit qui tourne à côté pour aller renvoyer les fichiers à l'extérieur. Il y a certaines applis qui sont configurables pour envoyer les logs directement sur des services de collecte. Il n'y en a pas. Il y en a, ils écrivent le nom du fichier. Voilà. Dans tous les cas, et ça c'est une bonne règle dans l'architecture de manière générale, on ne garde pas nos logs sur la machine. On les sort. Pour une raison toute bête, si votre VM plante et que les logs sont dessus, bah voilà, le VM est planté, c'est tout. Voilà, essayez de centraliser ça. Après, il y a eu très bonne conf ce matin sur comment planter ses VM avec des logs. Corréler un peu tout ça, c'est assez drôle. On va parler un petit peu de réseau maintenant. Là, j'ai découvert le premier pas fun fact du tout de Docker. Par défaut, le démon Docker, il met tous les conteneurs sur le même réseau. Le bridge 0. On va en reparler juste après. Ça veut dire que par défaut, tous les conteneurs peuvent communiquer les uns avec les autres. Il y a un petit problème quand même avec ça. La règle 3 nous dit le service Docker doit être configuré pour démarrer un conteneur sans le connecter par défaut au réseau bridge. Et ça, en fait, ça se fait au niveau du démon Docker. Vous pouvez le faire quand vous lancez vos conteneurs, mais le plus simple, par sécurité, vous pouvez configurer le démon en lisant -- bridge none. Ça, c'est un peu le truc caché qui m'a fait, je vais peut-être creuser un peu plus Docker d'ailleurs. Attention avec ça, vous ne pourrez plus accéder à Internet non plus. Vous ne pourrez plus sortir. Donc, petit point avec ça. Le seul cas où ça va être intéressant, c'est si vous travaillez avec Docker Compose, parce que Docker Compose va créer des sous-réseaux HPEC pour chacun de vos fichiers. Donc il y a malgré tout avec Docker Compose une petite couche de sécurité. Par contre, si vous utilisez Docker vraiment en standalone, faites attention à ça. La règle 4 nous dit que chaque conteneur doit être démarré sans partager l'interface réseau de l'autre. L'option Network Host ne doit pas être utilisée. Ne laissez pas vos conteneurs manipuler le réseau de votre hôte. Laissez-le dans son truc, il y a tout ce qu'il faut, monter des ports, machin et tout. Voilà, évitez de faire ça. Gardez vos conteneurs dans le réseau Docker, gérés par Docker. Laissez pas accéder au réseau de votre machine. On ne sait pas ce qui peut se passer.
La règle 5, celle-ci elle est sympa, elle est très longue à mettre en place. C'est pour ça qu'elle est en médium, hein. Vous allez voir, la règle est très pratique, très simple. Par contre, c'est très chiant à appliquer. En gros, le conteneur doit exposer un port de l'interface réseau de l'autre ou doit être connecté à un ou deux de plus de conteneurs sur un réseau dédié pour chaque connexion. Par exemple, sur un truc assez classique, on a un front, un back, une DB, et ben il nous faut 3 réseaux. Il nous en faut un pour faire communiquer la BD avec le back, un pour faire communiquer le front avec le back, et un autre qui va exposer le front. C'est pour ça, c'est pas compliqué, par contre c'est très long à faire, surtout quand on a beaucoup de conteneurs. Un petit exemple hein, qu'on peut avoir sur une conf avec un artif qui est caché derrière un Nginx. Vous voyez, on a deux confs. Alors ce qui est bien ici, c'est qu'on a le internal true qui permet en fait de dire à Docker, c'est vraiment un réseau interne, tu ne te sors pas sur Internet. Par contre, ce que ça veut dire, c'est que notre Artifactory ici ne peut pas sortir sur Internet. Typiquement, si vous faites, pour ceux qui connaissent Artif, si vous faites des remote repositories, cette conf ne marchera pas. Donc voilà, sur la partie réseau, en fait, l'objectif autour de tout ça, c'est vraiment d'isoler chaque communication pour éviter que tout le monde puisse aller attaquer tout ça. Et on va whitelister en fait les connexions, on va vraiment bloquer tout ça. On va attaquer sur la partie un petit peu velue. On va parler de limitation kernel et haute joyeuseté, mais je ne vais pas vous lâcher comme ça, là-dedans comme ça. On va commencer par faire des petites révisions. On va parler namespace system. Alors, les espaces de nom, c'est une fonctionnalité du noyau Linux qui permet de partitionner les ressources du noyau de telle sorte qu'un ensemble de processus voit seulement un ensemble de ressources, tandis qu'un autre processus voit un autre ensemble de ressources. Donc voilà, on va regrouper les trucs pour qu'ils soient limités en fait sur leurs différents accès. Typiquement, par défaut, par conteneur, il y a quelques namespaces qui sont dédiés à chaque conteneur. Le namespace MNT, les points de montage du file system. Hein. Si vous êtes dans votre conteneur et que vous regardez les montages qu'il y a, ce ne sont pas les mêmes que ceux de l'autre et ce ne sont pas les mêmes que les autres conteneurs. Pareil pour les ID de process. Vos conteneurs, il a son propre jeu d'ID de process qui est indépendant de l'autre, etc. Pour les interfaces réseau, c'est pareil. IPC pour les canaux de communication interprocess. Ça, on en parlera un petit peu après. On peut faire des appels entre des process. Alors, c'est un truc qu'on fait de moins en moins, mais ça existe toujours. Donc voilà, il a son propre namespace IPC. Et UTS, je me rate toujours quand je l'explique. Du coup, je vous laisserai aller voir la doc à ce sujet-là. Malgré tout, on a quand même quelques namespaces qui sont partagés avec l'autre. Le plus classique, c'est l'user ID. On a un partage des ID d'utilisateurs entre l'hôte et les conteneurs. C'est pour ça quand vous faites des bind mount ou des choses comme ça et que vous avez des noms de fichiers qui appartiennent à des utilisateurs étranges, genre systemd alors que vous l'avez monté avec Apache, bref, c'est des trucs assez bizarres. C'est le plus classique, hein, les ID user. Hein. Les cgroup, on en a parlé tout à l'heure. Malgré tout, le namespace cgroup est quand même partagé avec celui de l'hôte parce que les conteneurs sont montés avec des cgroup de l'hôte. Ça serait trop compliqué, il y aurait. Bref, voilà. Et puis l'heure. Ça évite d'installer des serveurs NTP sur chacun de nos conteneurs. C'est quand même plus simple comme ça. Donc les règles autour des namespaces. La règle 6 nous dit chaque conteneur doit être démarré avec les namespaces PID, IPC et UTS distincts de l'autre et des autres conteneurs. En gros, il ne faut pas mettre les options PID, IPC, UTS. On les laisse comme ça. On évite de faire ça. Il y a un seul cas que j'ai vu, alors même pas dans mon métier, mais du coup avec mon beau-frère qui travaille dans la recherche, pour la partie IPC, où ben, dans certains cas, quand on a des process système vraiment bas niveau, des choses comme ça, ben, pour laisser le conteneur aller attaquer des sous-process, ils ouvrent. Mais nous, dans notre cas, généralement, c'est assez rare. Et vous ne voulez pas faire ça. La règle 7, c'est dédier un user ID pour chaque conteneur. En gros, le service Docker doit être configuré pour démarrer tous les conteneurs avec un namespace user ID distinct de l'autre et des autres conteneurs avec l'option userness remap. En ligne de commande, vous pouvez le faire ou dans du fichier de configuration. Et cette conf doit s'accompagner d'une interdiction de créer des nouveaux namespace user ID à l'intérieur du conteneur. Ça, on reparlera juste après. En gros, ce que vous allez faire, c'est que vous allez dire, quand vous allez lancer votre conteneur, vous allez lui dire, bah, l'utilisateur qui joue le process à l'intérieur de votre conteneur, en réalité, sur l'autre, il va être mappé sur un autre jeu d'ID. Petite chose qu'il faut savoir, sur les user ID, ça ne va pas de 0 à l'infini sur un Linux.
En fait, sur namespace user ID de base, ça va de 0 à je ne sais plus quelle valeur, genre 21 000 ou quelque chose comme ça, ou 210 000. Et en fait, vous pouvez très bien créer un autre namespace de user ID qui va de 21 000 et des brouettes. Comme ça, vous êtes sûr et certain qu'il n'y aura pas de mélange d'ID entre ce que vous avez dans vos conteneurs et ce que vous avez sur votre route. Ça, c'est hyper chaud à gérer quand on a des bind mounts et qu'on doit manipuler des fichiers qui sont partagés entre les conteneurs et l'hôte. Ça fait les espèces d'erreurs comme on voit de temps en temps quand on a des problèmes de file system avec tous les petits points d'interrogation devant les noms de fichiers. Là, c'est pareil, sauf que là, vous êtes complètement coincé. Donc en gros, là, on va mapper l'ID du user sur un autre ID. La règle R7+, donc ça c'est vraiment quand on va plus loin, en gros on va restreindre la création des namespace user ID à l'utilisateur root. Sur les systèmes à base Debian, la configuration système kernel unprivileged du user_ns clone, elle doit être égale à 0. Alors par chance, c'est le cas par défaut. Voilà, en gros, on autorise seulement l'utilisateur root à créer des nouveaux namespace user ID. On évite de faire ça, on évite de modifier cette conf sur des bases Debian, et si on n'est pas sur des bases Debian, on va vérifier. Parce que ça va permettre potentiellement, surtout si vous avez démarré votre conteneur en --PID avec un partage du coup pas des process ID mais des noms d'user, ça va permettre à un utilisateur à l'intérieur de votre conteneur de créer des namespace utilisateurs sur votre hôte. Je suis pas sûr que vous le souhaitiez non plus. Donc voilà, ça on touche pas si on est sur Debian. Si malgré tout, vous avez bien configuré votre user namespace, vous avez bien fait le mapping, mais que vous avez quand même besoin qu'il y ait un mapping de l'ID pour un ou deux conteneurs, vous pouvez très bien utiliser l'option --userness égale host. Ça va remapper les ID d'utilisateurs du conteneur sur les namespaces de l'hôte. Voilà, c'est une petite solution de secours si on en a besoin. On a fini avec les namespaces, mais on enchaîne avec les capabilities kernel. Là, c'est drôle. Les capabilities kernel, ce sont des privilèges que le noyau va donner à des programmes et à des process. En gros, on va avoir ce genre de choses. Ça, c'est la liste des capabilities qui est offerte au conteneur. En gros, par défaut, les process qui sont dans les conteneurs Docker, ils ont le droit de faire des chown, ils ont le droit de faire des setuid, setgid, ils ont le droit de faire des chroots, ils ont le droit de faire des kills, ils ont le droit de faire pas mal de petites choses. Alors ça, c'est standard sur le noyau Linux. Chaque process a un nombre de capabilities. Vous avez peut-être déjà vu taper des lignes de commande copier-coller de Stack Overflow avec un set pcap ou un set cap machin. C'est ça. La règle nous dit on interdit l'utilisation des capabilities. En gros, on interdit à notre conteneur de faire quoi que ce soit. Pour faire ça, l'option c'est cap drop all. Sur des outils que vous ne maîtrisez pas, c'est pas drôle. Parce qu'en fait, ça interdit tout. Le seul outil que j'ai trouvé aujourd'hui que je peux démarrer en cap drop all, c'est Nginx. Parce qu'il n'a pas de besoin particulier. Et encore, si je ne le fais pas écouter sur un port réservé. Donc voilà. Évidemment, il y a des outils qui ont besoin d'écrire ou de faire des chown. Dans ce cas-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va limiter en fait l'utilisation des capabilities. On va faire un cap drop all, on va lui supprimer tous ses droits du noyau et on va les rajouter un par un. Et comme vous vous en doutez, là c'est du die and retry. Aujourd'hui, il n'y a pas de recette magique pour trouver les bonnes capabilities pour un conteneur ou pour une image. Moi, j'ai passé des heures à lancer mes conteneurs, voir s'ils démarraient, voir s'ils plantaient et trouver la bonne capabilities. Et c'est là que vous êtes content quand vous avez des logs qui sont bien faits. Et dans certains cas, on repart un peu de GitLab, on peut démarrer en mode dégradé. Ça veut dire que GitLab, par exemple, je ne sais plus ce que j'avais oublié, il n'avait pas le droit de faire certaines manipulations sur des fichiers. Et du coup, il démarrait quand même, mais sur un mode très très lent. Ça, j'ai mis quelques jours quand même à comprendre pourquoi. Et en fait, c'est un problème de capabilities. Le seul outil que j'ai trouvé qui me fournit la liste de ces capabilities nécessaires pour fonctionner, c'est SonarQube. Sur tous les outils que je vous ai présentés avant. Voilà. En gros, avec toute cette partie-là, limitation kernel, namespace et capabilities, ce qu'on va chercher à faire, c'est qu'on va limiter au maximum les actions que les conteneurs peuvent faire, mais vraiment sur l'OS. Voilà, on limite vraiment ça. Je vous rassure, on a fini avec les règles. Je sais que la dernière partie est un petit peu touch, mais voilà. Bon, revenons un petit peu sur notre infra. Comment est-ce qu'on a appliqué toutes ces règles et surtout, est-ce qu'on les a toutes appliquées? Spoiler alert, pas du tout. Alors,
voilà, certaines qu'on a passées. Un petit truc que j'ai oublié de vous dire, on utilise derrière Packer et SaltStack. Alors pour ceux qui ne connaissent pas SaltStack, c'est un ancien concurrent de Ansible, Puppet et tout ça. Vous ne mettez pas à faire du SaltStack aujourd'hui, c'est une techno en perdition. Ça marche toujours, hein, mais c'est plus maintenu, la communauté reste toute petite. Bref, voilà, c'est à peu près ça. Et on a du Terraform pour déployer nos infras. Donc on s'est quand même basé sur ces outils pour essayer d'automatiser un maximum ces tâches de sécurisation. Il y a des règles qu'on a pu appliquer globalement, qu'on a fait directement dans les images de base de notre infra, via Packer hein, typiquement. La règle R3, interdire la connexion par défaut au réseau bridge. Je vous rappelle, hein, le fait que tous les conteneurs puissent communiquer ensemble, ça on l'a désactivé direct. Pour la règle R7+, on est sur des bases Debian, donc on a quand même vérifié que la conf soit bien mise, mais on a pu le faire de manière générale. Les règles globales qu'on n'a pas appliquées, c'était dédier un namespace user ID pour chaque conteneur, et ça pour une raison très bête, entre guillemets, c'est que on fait des bind mounts sur nos VM pour aller faire la collecte de logs. Voilà, aujourd'hui on a ça comme solution. Donc aller bidouiller les user ID, c'était pas la meilleure idée du monde. Après, eh ben, il faut le faire pour chaque outil. Dans ce cas-là, c'est dans les fichiers Docker Compose qu'on déploie, qui sont déployés par SaltStack, et là c'est du cas par cas. Donc c'est assez long à réaliser. Et il y a assez peu de docs sur le sujet. Sur la partie limitation des ressources, ça a été assez simple, hein, de la limitation CPU RAM, et ces groupes spécifiques qu'on n'a pas fait vu que c'est dit de ne pas le faire, c'est assez facile à mettre en place, mais ça demande un ajustement à l'usage. Typiquement, poser des limitations CPU RAM sur un Elasticsearch, bah, t'ajustes, c'est sûr. Tu regardes un peu comment il se comporte, et puis t'ajustes à l'usage, mais ça se gère plutôt bien. Les accès file system et permissions, il y a une partie facile, c'est isoler les fichiers sensibles de l'hôte. On n'a pas de raison de monter les répertoires de base de l'OS sur notre stack technique, donc on ne l'a pas fait. Restreindre les accès aux périphériques de l'hôte, c'est pareil. On n'avait pas besoin d'aller chercher de l'USB pour un GitLab, un Artifactory ou un Sonar. Voilà, les systèmes du fichier, on a fait du bind mount, comme je vous l'ai dit, on a du volume dans certains cas. Bref, voilà, ça c'était assez facile. Le petit piège, on en a parlé tout à l'heure, le Docker in Docker. On est sur malgré tout une infra de forge, on construit des images Docker. Donc si on veut le faire avec du Docker in Docker, il faut l'option privilège. Du coup, bah, on n'a pas utilisé Docker in Docker, on a utilisé Canico. Il y a plein d'autres solutions qui existent aujourd'hui. À l'époque, quand on l'a fait, Canico n'était pas encore hyper stable. Maintenant, c'est bon, mais voilà. Donc on n'utilise pas ça. La partie un peu plus compliquée, pour la règle R12, qu'on n'a pas du tout appliquée, c'est restreindre en lecture le système de fichiers racines de chaque conteneur. Enfin, on a du GitLab, du Artifactory, du X-Ray, du Teleport, voilà. On ne maîtrise pas tous ces outils-là. On ne sait pas où ils écrivent, on ne sait pas ce qu'ils écrivent, ils sont complètement autonomes. Comme je vous le disais tout à l'heure, si vous ne maîtrisez pas les outils, ou si en tout cas vous n'avez pas une doc qui va bien, le read-only, c'est vraiment pas facile à mettre en œuvre. Ce qu'on a appliqué partiellement par contre, c'était le fait de faire des montages sur du TempFS pour les répertoires de cache. Ça, pour les outils où on savait qu'ils allaient écrire sur certains répertoires pour toute leur partie caching, ça on l'a mis sur du TempFS et comme attendu, on a eu des gains de perf. Par contre, il a fallu resizer nos VM d'un point de vue memory, parce que bon, il y en a certains qui écrivent beaucoup de fichiers quand même. Il y en a trop compliqués, à R12, limiter l'écriture de l'espace de stockage, comment dire, la dimension qu'il pouvait écrire, les storage options à 12 Go par exemple sur une écriture. Un GitLab, un Sonar, on ne sait pas combien il va avoir besoin de place. Pareil pour la partie R12, le fait d'aller monter varlib Docker sur une autre partition, on ne l'a pas fait parce qu'en fait nos VM sur notre infra ne sert qu'à ça. Ça ne sert qu'à faire tourner des Docker Compose. Par contre, si vous avez d'autres trucs, ça peut être intéressant d'y réfléchir. Pour les logs, on a appliqué la règle R7, donc sortie standard plus utilisation du driver Guelph pour envoyer vers un logstash. Voilà, c'est facile à mettre en œuvre hein, réellement. Juste, je vous le redis encore une fois, attention, il faut que votre collecteur de log soit bien lancé quand vous lancez vos conteneurs, sinon votre conteneur ne démarre pas. Par contre, la partie règle R16, qui est le fait de laisser l'application gérer l'envoi de ces logs à un collecteur de log, bah, y a des outils où c'est pas configurable. GitLab, je suis pas sûr. Sonar, c'est pareil. Bah, dans ce cas-là, on fait du bind mount ou du montage dans du volume. Et puis on va aller chercher les fichiers à la main. Enfin, pas à la main, évidemment, mais avec du FileBit, du FluentD, ce que vous voulez. Mais voilà. Après, la gestion des logs, c'est des confs à part entière. Voilà.
Sur la partie réseau, ce qu'on a appliqué, c'est isoler l'interface réseau de l'autre. On n'a pas eu besoin de réutiliser le réseau de l'autre, hein, avec les montages de ports, c'est amplement suffisant. Et on a fait les réseaux spécifiques pour chacun de nos Docker Compose. Alors ça, c'est pas compliqué à faire, par contre c'est très long à faire. En particulier quand on a des outils comme Artifactory qui nous fournit les fichiers Docker Compose, avec déjà tous les conteneurs qu'il y a à utiliser, mais où du coup il n'y a pas l'isolation des réseaux, bah, il faut comprendre comment chaque conteneur communique avec les autres pour savoir quel réseau on va mettre en place. Donc ça c'est long, par contre maintenant on maîtrise bien les communications qui sont en interne. Pour la partie compliquée, on a appliqué toutes les règles sur les capabilities. Voilà, dans la plupart des cas, on faisait un cap drop all, on démarrait, on voyait où ça plantait, et puis on rajoutait la capability qui va bien. Donc voilà. Comme je vous le disais, c'est pas encore, c'est pas très bien documenté, donc il faut en profiter. Et pour la partie namespace, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vu qu'on a du partage de fichiers avec l'autre, remapper, alors non, je me trompe de namespace. Sur la partie namespace, sur les PID et PC, tout ça, la conf de base, elle est bonne. Donc on n'a pas eu à y toucher. Et c'est très bien, c'était assez compliqué comme ça. Pour récapituler, ça donne à peu près ça. Alors là, il y a juste un petit bout de ce qui a été fait. Maintenant, alors on a eu une première grosse phase où on a déployé notre infra et on a fait la sécurisation a posteriori. Aujourd'hui, dès qu'on doit déployer un nouvel outil, il y a un passage obligatoire par quelqu'un qui connaît les règles pour revérifier si les Docker Compose sont bien faits. Après, là j'ai oublié de le dire tout à l'heure, la partie communication réseau et l'isolation des communications réseau, c'est pour ça que j'en parlais des orchestrateurs au début. Sur Kube, faites gaffe, parce que sur Kube, tous les conteneurs peuvent communiquer aussi les uns avec les autres par défaut. C'est pour ça qu'il y a pas mal de règles qui sont aussi appliquées aux orchestrateurs. Un petit exemple de ce que ça peut donner avec toutes ces règles-là. Si j'arrive à retrouver ma souris. En gros, sur la conf dans l'Artifactory, cachée derrière un Nginx, on va avoir ça. Donc, je vous ai passé toute la partie configuration volume environnementale. Et on va avoir la définition de notre network. On va avoir la définition de notre login. Alors là, on ne voit pas vers du Guelph, on n'en voit que du vers du JSON. Ça, c'est des petites confs dont je n'ai pas parlé, mais qui sont possibles. C'est les limitations. Je ne saurais même plus. ulimit, ça va être au niveau de l'écriture des fichiers, si je ne me trompe pas. Les pourcentages de consommation et les fameux cap drop et les cap add. Et de l'autre côté, la configuration d'Nginx, pareil, la configuration des logs de sortie, la configuration des caps. Alors Nginx, je ne sais plus pourquoi j'en ai besoin pour celui-là, et la configuration des réseaux. Donc voilà, sur un Docker Compose, ça prend quand même beaucoup de place, mais au final, on arrive à s'en sortir. Ah, on a failli oublier quelque chose. Les conteneurs de GitLab CI. Forcément, hein, on est sur une forge, donc on a des jobs, et nous, on les fait runner sur des conteneurs. On a failli remettre des nouveaux trous sur notre infra. Bah là, il n'y a pas le choix. C'est dans les configs TOML, des configurations des runners GitLab CI. On va essayer de réappliquer les mêmes règles de sécurité. La seule qu'on n'a pas faite, enfin la seule. Dans l'isolation réseau, on n'y a même pas réfléchi à y toucher parce que du coup, GitLab gère les trucs comme il veut. Et le truc où on s'est posé la question, c'est la partie capabilities. Bah, en fait, on ne sait pas de quoi nos conteneurs ils ont besoin. Parce qu'on n'a pas la main sur les pipelines, on ne sait pas comment les développeurs, quel conteneur ils vont utiliser. Donc pour les capabilities, on ne l'a pas fait. Et on n'a pas fait non plus l'envoi automatique des logs. Parce qu'on ne savait pas trop comment GitLab allait se comporter si on a lui piqué les logs et qu'il ne nous les remonte pas du coup sur la CI. C'est quand même moins pratique pour débugger tout ça. Et du coup maintenant, est-ce que c'est sécurisé? Est-ce qu'on a réussi à sécuriser notre infra avec Docker? Vous vous en doutez, hein, non, pas du tout. Hein. Qu'est-ce qu'on a fait? On a revu la configuration de base du démon, Docker. On a limité les consommations de ressources, quand même, pour protéger nos VM. On a isolé au maximum nos conteneurs par rapport aux autres, par rapport à l'autre. On a réduit au maximum les actions, donc en gros les commandes système que peuvent faire les conteneurs. On a travaillé sur toute cette partie-là. Du coup, qu'est-ce qu'il reste à faire, hein? Il faut sécuriser le build, il faut sécuriser les applis qui tournent aussi dans les conteneurs, il faut sécuriser le réseau physique, ou en tout cas si vous êtes sur un clouder, vos VPC, etc. Et il faut sécuriser l'infra. En gros, on a travaillé que sur la partie Docker, mais malgré tout, on a découvert des choses sympas. Je vous remercie beaucoup. N'hésitez pas à donner vos retours sur la plateforme qui a fourni l'étude de Volcamp. Et puis si vous avez des questions, allez-y.
En gros, quel est l'intérêt de bien isoler la partie réseau et à quoi on s'expose si on ne le fait pas? En fait, c'est une règle généralement en sécu, c'est pas de la protection en profondeur, mais à partir du moment où tu as un réseau qui est complètement ouvert, si tu as un de tes conteneurs qui se fait verrouiller, bah, potentiellement il va pouvoir les verrouiller tous ceux auxquels lui il a accès. Après, ça peut être plein de choses, hein. Tu peux faire du déni de service, tu peux faire du sniffing. Si tu arrives vraiment à rentrer, à faire du gain de. Comment ça s'appelle? Pas du gain de responsabilité, mais du gain de droit sur ton conteneur, bah, du coup, tu vas avoir peut-être accès à des outils qui te permettent d'accéder au reste. En gros, voilà, c'est une règle de base, hein. De toute façon, hein, dans Sécu, même en développement, on limite au maximum les accès et les interactions. Ça, oui. Est-ce qu'il y a moyen de limiter la communication entre un conteneur et l'autre? Dans quel sens? Par quantité de requêtes? Ouais. Je sais pas. Honnêtement, je sais pas. Là, via ce que préconise. Hmm. Oui. Après, bah là, c'est pareil, on met des stratégies en place de protection, mais il y a toujours des passages potentiels. Hmm. Après, tu peux toujours t'amuser à foutre des firewalls entre chacun de tes conteneurs, mais bon courage. Alors, des outils de linter pour vérifier ces règles-là, non. En tout cas, je n'en ai pas trouvé. Je pense que ça vaudrait le coup d'en développer un. Mais malgré tout, toute cette partie-là est assez mal déjà documentée. Alors en plus avoir des outils derrière, c'est pas ouf. En parlant d'outils, juste un petit conseil, c'est plutôt sur l'aspect build des images Docker. Si vous ne connaissez pas Adolint, qui est un très très bon outil d'analyse et de linter des Docker files. Voilà, c'est autre chose à côté, mais par contre ça, profitez-en. C'est hyper simple à utiliser, c'est vraiment très bien. Il y a des outils de lint vraiment pour ces parties-là. Là, à part faire des attaques en pentest sur les infras, voir si tout est bien configuré, je suis pas sûr que ça soit grand chose. Oui. Alors, le temps de mettre en place toutes les règles. Déjà, il a fallu que je comprenne les règles pour commencer, parce que toute la partie kernel, enfin, moi à la base, je suis développeur PHP, hein, comme j'ai dit. Alors, je faisais déjà un peu d'Indus et tout ça, je commençais à connaître un peu le noyau Linux, mais les capabilities et namespace. Bref, pour répondre à ta question, quand on a découvert cette partie-là et qu'on a décidé de s'y attaquer, il y avait plus ou moins l'infra que je vous ai présenté, donc il y avait quand même quelques outils. Toute la première partie sur les limitations de ressources et tout ça, globalement, en 2 jours, c'était plié. Parce que tu as tous les Docker Compose à dispo sur tes dépôts de source. Tu fais, bah, ça doit être ça, ça doit être ça. De toute façon, tu sais que tu vas ajuster à l'usage. Les parties qui ont été très longues à faire, c'est la partie isolation réseau. Du coup, bien redéfinir tous les networks. Ça, honnêtement, ça a dû prendre 2-3 semaines, le temps de l'implémenter. Il y a certains éléments où ça a été compliqué, typiquement pour les outils qui fournissent leur propre Docker Compose, comme je disais. Parce que, encore quand c'est toi qui construis le Docker Compose, tu as la documentation pour savoir comment les trucs communiquent les uns avec les autres. Par contre, quand c'est des archis en microservices, entre guillemets, bah, et que le gars arrive livré, bah, tu fais ok, super, les noms ils sont pas parlants, je sais même pas comment ça parle. Euh, Là, ouais, 2-3 semaines. Le plus long, ça a été les capabilities. Les capabilities, ça m'a pris quasiment 1 mois et demi à tout refaire. Après, c'est vraiment 1 mois et demi. C'est pas 1 mois et demi jour homme, quoi. Ça m'a pris 1 mois et demi en temps. Une petite dernière question. Alors, c'est une question que je me suis posée. Je pense que j'ai cherché rapidement. Je n'ai pas trouvé forcément. Après, je suis arrivé quand même sur certains outils à faire du S-Trace ou du P-Trace pour savoir de quoi il avait besoin. Mais après, pas plus que ça. Bah, typiquement pour le CHON, bah, l'erreur que j'avais, bah, il n'avait pas le droit de changer les noms c'est dans les logs fichiers quoi. Mais je suis resté, je suis pas allé voir aussi loin que ça. Ouais. Ah bah du coup je te redemanderai la référence tout à l'heure, hein, pour le coup. Il faut que je les mette disponibles, il faut que je le fasse. Mais ouais, je les refournirai. Après le document est très bien fait, hein. Le document de Nancy, vraiment, il est vraiment très bien rédigé. Honnêtement, il y a quoi? Il fait 15 ou 16 pages. Mais ça fait partie des trucs où, ouais, il n'y a pas beaucoup de docs. Oh putain, ça va me prendre 6 mois. Tiens, c'est. Voilà.
Merci beaucoup à tous. Merci pour les questions.